Bonjour les terriens, l'actualité spatiale de la semaine, c'est tout de suite dans ce 10e journal de l'espace. Au programme aujourd'hui, l'Inde qui vise Vénus et les États-Unis Pluton, l'accord de coopération scientifique entre la France et la Chine, les 60 nouveaux satellites de Starlink, et enfin les plus belles images et vidéos du transit de Mercure. Et pour rester au courant de l'actualité spatiale tous les jours, j'ai découvert récemment la page Facebook du Café de l'Espace, qui publie quotidiennement les dernières brèves spatiales. N'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, eh bien abonnez-vous, et n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'aide à progresser. Allez, c'est parti, je vous souhaite un très bon journal. L'Inde et les États-Unis ont deux projets bien différents. L'ISRO, l'organisation indienne de recherche spatiale, a pour projet de lancer une mission à destination de Vénus, la seconde planète du système en partant du Soleil. Le but est ici d'envoyer une sonde pour cartographier la planète entière, ainsi que pour analyser et comprendre ce qui se passe sous sa surface. Cela pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre notre voisine Vénus, souvent délaissée par les organisations spatiales au profit de Mars. Une fois arrivée en orbite autour de Vénus, la sonde envoyée sera capable de créer une carte complète de la surface de Vénus et d'étudier l'activité volcanique à l'aide de sa douzaine d'instruments à bord. Elle étudiera aussi la très dense atmosphère de la planète grâce à des capteurs axés sur la surveillance des nuages, l'identification des orages et la mesure des particules chargées de plasma qui passent par Vénus une fois éjectées du Soleil. Le programme spatial indien avait connu un revers lorsque son atterrisseur Vikram s'était écrasé sur la Lune en septembre dernier. Comme la mission vers Vénus n'impliquera pas d'aller à la surface de la planète, mais de rester en orbite, les chances de succès seront ici potentiellement meilleures. L'agence spatiale indienne attend actuellement le feu vert de ses autorités pour la mission, qui pourrait être lancée dès 2023. Vénus a encore bien des secrets à nous révéler, espérons que nous en apprendrons plus sur elle dans la décennie qui vient. A l'inverse des Indiens, les Américains veulent eux s'éloigner du Soleil et s'intéressent particulièrement à Pluton. Bien moins accessible, cet astre de notre système solaire fait partie de la catégorie des planètes naines, se situe majoritairement au-delà de la planète Neptune et n'est pas sur le même plan que les autres planètes avec une inclinaison de son orbite de 17 degrés par rapport à l'orbite terrestre. Si on ajoute à cela sa longue période de révolution de 248 ans, qui est le temps que met Pluton à faire un tour complet autour du Soleil, il est techniquement plus difficile à approcher. Néanmoins, les données acquises par la sonde New Horizons, qui a survolé Pluton en juillet 2015, ont considérablement renforcé l'attrait de cette planète naine. En effet, même si les données sont encore incomplètes, contrairement aux hypothèses préalables des scientifiques, Pluton présente une étonnante diversité géologique, un dynamisme important et disposerait même d'un océan liquide sous sa surface gelée. Pour info, il y fait environ moins de 130 degrés Celsius. La nouvelle mission consisterait à envoyer une sonde en orbite autour de la planète naine pour répondre à certaines des questions soulevées par les surprenantes découvertes de New Horizons et d'en apprendre toujours plus sur notre propre système solaire. La sonde pourrait ensuite aller explorer d'autres objets stellaires dans la ceinture de Kuiper, loin au-delà des planètes que nous connaissons. Reste à savoir si la NASA approuvera cette mission et jugera de son réel intérêt scientifique pour lui accorder un budget suffisant. Car comme toujours, les projets sont nombreux, mais les finances limitées. Après tous ces projets, parlons un peu de ceux de la France. Le 6 novembre dernier, profitant d'une visite d'Emmanuel Macron en Chine, Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales, le CNES, a pu rencontrer son homologue chinois Zhang Kejian, l'administrateur de l'agence spatiale chinoise, le CNSA. Cette réunion a vu la signature d'une déclaration commune portant sur deux points. Le premier concerne la Lune, avec la mission chinoise Chang'e 6, dont je parlais dans mon 6e journal de l'espace, et dont l'atterrissage sur la Lune est prévu en 2023. L'atterrisseur chinois emportera un spectromètre français appelé DORN, et dont la mission sera d'étudier l'exosphère lunaire. L'exosphère, c'est la couche la plus externe de l'atmosphère d'un astre, mais dans le cas de la Lune, qui est quasiment dépourvue d'atmosphère, l'exosphère se confond avec sa surface. Le spectromètre permettra la détection du gaz radon, un gaz rare radioactif, et son étude sur la Lune permettra de mieux comprendre les transports de gaz dans l'environnement de notre satellite naturel. Cette étude sera menée pendant uniquement 48 heures, car l'atterrisseur pour la mission Chang'e 6 devra retourner sur Terre rapidement avec à son bord de nombreux échantillons lunaires à destination de la Chine. Le second point de cette déclaration commune entre la France et la Chine concerne le développement en commun d'un satellite scientifique dédié à l'étude du cycle de l'eau sur Terre,
pour mieux comprendre les changements climatiques. Il comportera un radiomètre développé par le CNES pour les observations de l'humidité des sols et la salinité des océans, et un radiomètre chinois qui étudiera l'état des sols en lien avec le phénomène de gel-dégel. Jean-Yves Le Gall a précisé « La coopération que nous menons avec la Chine dans le domaine spatial continue de s'intensifier, comme le démontre cette nouvelle étape franchie avec ces deux volets. » La présence des présidents respectifs de ces deux nations lors de la signature ne fait d'ailleurs que confirmer ces propos. Pour ce troisième sujet, parlons un peu du dernier lancement de SpaceX. Le 11 novembre dernier, SpaceX a achevé son deuxième lancement de 60 satellites pour sa constellation Starlink, faisant de son propre système la plus grande constellation de satellites de télécommunications commerciales en orbite. Si vous ne savez pas ce qu'est Starlink, je vous invite à revoir le 8e journal de l'espace, où je vous présente le projet. Le lien est ci-dessus. SpaceX a lancé les satellites sur une fusée Falcon 9 à partir de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Les satellites se sont séparés une heure plus tard sur une orbite terrestre basse à 280 km au-dessus de nos têtes. L'un de ces satellites étant inopérant, la relativement faible altitude le fera automatiquement se désorbiter dans les semaines qui viennent afin qu'il se consume intégralement pendant sa rentrée atmosphérique. Il faudra environ 24 lancements comme celui-ci pour atteindre une couverture mondiale de cet énorme projet d'accès à Internet par satellite qui, je le rappelle, prévoit au maximum 42 000 satellites. Ce lancement du 11 novembre était également la première fois que SpaceX utilisait le même booster pour la 4e fois. Souvenez-vous, le gros avantage qu'ont les lanceurs Falcon 9 de SpaceX, c'est qu'ils sont réutilisables, car une fois leur mission remplie, ils viennent atterrir sur Terre ou sur mer, comme ce fut le cas ici. Nous avons encore du chemin à parcourir pour passer des tweets aux vidéos 4K, mais nous sommes sur la bonne voie, a déclaré Laurent Lyon, ingénieur à SpaceX, en faisant référence au tweet de son patron Elon Musk le mois dernier, pour confirmer le bon fonctionnement de Starlink. Pour terminer ce journal, je vous propose les superbes images et vidéos du passage de Mercure devant le Soleil. Vu depuis la Terre, Mercure ne passe précisément devant le Soleil que 13 ou 14 fois par siècle. Cet événement a eu lieu ce lundi 11 novembre et est dû à un ensemble d'alignements planétaires assez rares. Mercure met environ 2 mois pour faire le tour du Soleil. Nous sommes donc alignés avec cette planète et le Soleil un peu moins de 6 fois par an. Mais habituellement, Mercure navigue soit au-dessus, soit au-dessous du Soleil du point de vue de la Terre. Cependant, ce lundi 11 novembre, c'était l'opportunité de voir passer Mercure, cette fois devant le Soleil. La planète était visible comme un point noir sur notre gigantesque étoile, observée à l'aide d'un équipement adéquat. En astronomie, c'est ce qu'on appelle un transit. Je vous laisse profiter de ces quelques images. Le meilleur endroit d'où observer l'événement était l'Amérique du Sud, qui a pu voir la planète traverser le Soleil de part et d'autre. Pour ceux ayant raté l'événement, il faudra malheureusement patienter jusqu'au prochain transit de Mercure en 2032. Merci d'être allé jusqu'au bout de ce journal. Comme d'habitude, l'espace commentaire vous est réservé pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner, ça m'aide à rendre ma chaîne plus visible. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, salut les terriens!